Nous passons au dernier orateur, qui est M. Fabre, un de nos fidèles, qui ne s'intéresse pas du tout à la chirurgie, mais à l'académie, et qui s'intéresse surtout à l'histoire de la médecine, et en l'occurrence aux dérives de certains chirurgiens vers la politique. Voilà, je voudrais d'abord remercier le président de me donner la parole sur ce sujet des chirurgiens à la politique. Oui, de tout temps, les chirurgiens, malgré leur charge de travail, ont été fascinés par la politique, cette politique qui régit leur activité et qui conditionne, bien entendu, leur avenir. Alors nous allons voir successivement le passé, la situation actuelle, et puis quelques réflexions personnelles. Ça, c'est l'auteur des dessins que vous allez voir, qui sont remarquables. C'est un chirurgien de New York qui s'appelait Joseph Wilder. Eh bien, nous commençons avec Démosthènes. C'est une plongée dans la nuit des temps, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il est chirurgien grec et prisonnier des Perses. Il est appelé auprès du roi Darius et pour une mauvaise fracture de jambe, il remet tout en place et dans la foulée va s'occuper de la tumeur ou de l'abcès du sein de la reine Atossa. Bref, c'est le grand ancêtre des chirurgiens politiciens. Et nous montons quelques siècles. Et voici Héroïde. Alors lui est chirurgien, bien sûr, mais aussi hippiatre, il est médecin des chevaux. Et Henri IV, un autre protestant, lui confie l'éducation de son fils. Et lorsque Louis XIII sera roi, eh bien, il va donner à Héroïde d'importantes missions de négociation entre les catholiques et les protestants, vraiment un gros travail politique. Et puis, maintenant, nous allons voir le grand triumvirat de l'Académie, de votre Académie, et je voudrais montrer leur rôle politique. D'abord, Monsieur Maréchal, qu'on ne présente pas ici, vous savez tous qu'il avait sauvé Louis XIV d'un gros anthrax. Il est fondateur de l'Académie en 1731 et peu d'années après, il va faire graver cette médaille qui porte à son avers l'inscription par la science et par la main. C'est absolument magnifique. Il reste 5 ans en poste, donc, président de cette académie qu'il avait fondée. Et puis, voici son successeur, qui est La Péronie. Alors, La Péronie va apparaître bientôt. Oui, il était d'une famille de chirurgiens barbiers de Montpellier. Il monte à Paris. Il est l'élève, il va loger chez Maréchal. Il est son élève, puis son successeur. Il restera 11 ans en poste, pendant lesquels il sera conseiller attitré de Louis XV. Et puis voilà maintenant apparaître le grand homme du trio, c'est Lamartinière, chirurgien d'une famille chirurgien militaire. Il accompagne Louis XV dans ses batailles et au retour, eh bien, le roi le fait son médecin personnel et son grand conseiller. Alors, il n'avait pas un caractère facile, mais il a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire président de cette académie, et il a fait du bon travail, puisque pendant les 37 années où il est resté en poste, eh bien, il a multiplié, en particulier, vous voyez, le bâtiment magnifique à colonnes de la rue de l'École de médecine, qui remplaçait l'amphithéâtre Saint-Paul, que vous voyez là à gauche, qui était jusque-là utilisé, est devenu trop exigu. Alors maintenant, nous sautons quelques siècles. Voici Larrey, c'est le fils du grand chirurgien de Napoléon. Il est chirurgien lui-même, député, et puis président de cette académie en 1852, je crois. Et puis voici maintenant, alors, ce que j'appelle les duellistes lyonnais, tous les deux chirurgiens de l'hôpital de l'Antiquaille, et tous les deux politiciens de gauche. Alors, d'abord, M. Gaëton, qui a été maire de Lyon en 1880, et qui, malheureusement, s'est trouvé aux côtés de Sadi Carnot au moment de l'assassinat
Monsieur Vert, il y a quelques années, a donné le récit complet de tout cela, je n'insiste pas. Et Monsieur Augagneur, eh bien c'était l'élève, mais l'élève qui a luxé le maître de la mairie. Il commence une carrière prodigieuse, député, maire, gouverneur des colonies. Bref, c'est Victor le Gagneur et non pas Victor Augagneur. Et maintenant, nous allons aller vers la belle époque, je veux dire la grande époque de la chirurgie. Et voici donc Monsieur Doyen, chirurgien surdoué. Il a tout inventé, le drain, la telle, le lit qui porte son nom. Ah, et puis le cinéma chirurgical. Et je serais heureux de vous présenter ces films si vous y êtes intéressé. Alors, il voulut faire comme son père, qui était chirurgien et député, se lancer dans la politique. C'était pour les républicains de gauche. Vous savez, à notre époque, cette gauche, ça serait un peu à gauche du Front National. Donc, il s'est lancé dans la politique, mais malheureusement, il a mordu la poussière. Mais en revanche, voici M. Pozzi, le chirurgien flamboyant, comme le montre ce tableau célèbre. Tout lui réussit, chirurgien gynécologique, abdominal, grand collectionneur de Tanagra et de jolies femmes. Il a été président de cette académie en 1999, conseiller général de la Dordogne. Mais à mon avis, son grand apport en politique a été de sauver la vie du capitaine Dreyfus, oui, du capitaine Dreyfus, lors du transfert des cendres de Zola au Panthéon en 1908. Il s'est interposé d'une bourrade d'épaule efficace au moment où un fanatique a ouvert le feu sur Dreyfus. Carrière prodigieuse. Alors, notre époque, eh bien, il y a une vingtaine de chirurgiens politiciens dont le nom mérite d'être cité. N'attendez pas de moi, bien sûr, de commenter leur activité chirurgicale. Je vais simplement vous parler de leur carrière politique. Eh bien, d'abord, M. Accoyer, qui est maire d'Annecy, député. Et puis, voici le professeur Cabrol, qu'on ne présente pas, un chirurgien bien connu, membre de cette académie, membre et maire adjoint de Paris. Voici maintenant parmi les socialistes Monsieur Cahuzac, maire de Villeneuve, ancien ministre et qui a eu quelques malheurs récemment. Et puis voici le professeur Calmat, champion olympique et chirurgien des hôpitaux, maire socialiste de Livry-Gargan, ancien député ministre. Puis voici M. Cugnac, qui est décédé récemment, qui est député de l'Hérault, et puis le professeur Debray, illustre chirurgien urologique, ancien maire d'Amboise, ancien député de Paris et d'Ille-Vilaine, ancien ministre des Dom-Tom. Et puis voici le professeur Domergue, qui est député de l'Hérault, qui est un chirurgien très brillant. Et puis voici le professeur Dubernard, qu'on ne présente pas, grand spécialiste de la transplantation, maire adjoint et ancien député. Et puis voici à Créteil le professeur Fagnaise, qui a été député du Val-de-Marne. Et je termine avec le professeur Grandbach, évidemment ancien président de cette académie, chirurgien cardiaque bien connu et membre du parti Debout la France. Alors il y a encore d'autres figures très très intéressantes. En voici quelques-unes. Voici M. Grenet, chirurgien maire de Bayonne, et puis au-dessous M. Leterre, chirurgien maire de Falaise. Voici M. Riquet, député européen et maire de Valenciennes, et puis M. Vittel, qui est député du Var. Alors, si on veut faire un synopsis, ça va être très rapidement 2 chirurgiens généralistes, 2 orthopédistes, 2 plasticiens, 2 urologues, un chirurgien cervico-facial, nous l'avons vu, et un autre de chirurgie plastique. Alors, il y a 4 universitaires parmi eux. Si on considère l'activité politique, on voit qu'il y a 8 maires, 8 députés, 2 députés européens et 2 ministres. Et sur le plan de l'étiquette politique, alors là, il n'y a pas photo, comme on dit
sur les champs de course, c'est 11 UMP et RPR et 2 socialistes. Alors à l'échelle nationale, sur 37 000 maires, il y a 11 chirurgiens. Sur 577 députés, il y a 2 chirurgiens et aucun chirurgien au Sénat. Alors, voici maintenant un petit tour extrêmement rapide, tour du monde extrêmement rapide, car il y a une centaine de députés chirurgiens et je ne ferai que mentionner quelques-uns. Voici en Angleterre Monsieur Ribeiro, venu du Ghana, qui est une personnalité importante en Grande-Bretagne, qui est maintenant qui siège à la Chambre de l'Ordre pour le Parti conservateur. Alors voici en Allemagne Monsieur Rösler, qui est un ancien orphelin du Vietnam, qui était adopté par une famille allemande, une carrière médicale importante, et puis s'est lancé dans la politique avec un succès fulgurant, mais très réaliste. Maintenant, il a migré vers le célèbre forum de Davos. Et voici en Russie, alors, M. Fyodorov, le grand spécialiste de la microchirurgie ophtalmique, président de la Douma, mais qui est mort dans un accident d'hélicoptère, très récemment, hélicoptère que j'appelle la guillotine à célébrité. Et vous allez voir pourquoi, tellement la fréquence est grande. Alors, faisons un tour aux États-Unis, très rapide. Voici M. Barrasso, qui est sénateur, républicain bien entendu, c'est un chirurgien orthopédiste, et son programme est simple, moins d'impôts, moins de dépenses, valeurs familiales traditionnelles, et pour en faire bonne mesure, il y ajoute le retour de la prière dans les écoles et la fin du mariage homosexuel. Alors voilà, une femme maintenant, Madame Brown. Alors Madame Brown, une enfance pathétique dans un orphelinat, par son intelligence, son travail, elle devient députée du Tennessee, puis elle se lance dans la politique pour le Parti démocrate, militant pour les minorités. Elle veut aller au Sénat, mais la route est barrée, qu'à cela ne tienne. Avec courage, elle reprend son service de chirurgie stoïquement. Alors voilà maintenant un chirurgien hors norme, M. Ben Carson, qu'il va apparaître maintenant. Il est issu du ghetto de Détroit et il a monté tous les échelons de la réussite jusqu'à devenir neurochirurgien en chef de Baltimore. Et il a acquis la célébrité d'abord par une intervention acrobatique de séparation du jumeau siamois et puis ensuite par une interview télévisée où il a déclaré sans ambages qu'il voyait dans le mariage homosexuel une sinistre parodie. Alors le lendemain, le choc, le doyen a demandé des excuses, mais Ben Carson était devenu une des figures les plus populaires du Parti républicain. Alors, on passe maintenant dans le tiers-monde, et à coup sûr, le réservoir des chirurgiens politiciens du siècle futur. Voici vous allez voir monsieur Reddy aux Indes, c'est un chirurgien qui a été chef d'État et qui est mort lui aussi dans un accident d'hélicoptère. Accident peut-être pas tout à fait accidentel, si j'ose dire. Mais le lendemain, plus d'une centaine de personnes se sont suicidées pour manifester leur deuil. Puis voici M. Tomioka au Japon, c'est un chirurgien qui est à la diète pour le Parti conservateur. Et puis voici un chirurgien chinois connu, une histoire prodigieuse, c'est Qiu Fazu. Il a fait ses études au lycée allemand de Shanghai, naturellement, est allé étudier la médecine à Munich et s'est installé chirurgien dans une petite ville de Bavière proche de Dachau. Et en 1945, en avril 1945, l'incroyable surgit. Un détachement SS passe sous les fenêtres de l'hôpital encadrant des déportés morts de fatigue, à demi-mort de fatigue et de nutrition. Qiu, horrifié, exige qu'il soit hospitalisé et sauvera la vie d'un grand nombre avec sa femme que vous voyez sur la photo. Et revenu en Chine, il va devenir la grande figure de la transplantation, sera au congrès du peuple chinois et finira figure vivante de légende. Alors, je termine avec quelques commentaires personnels. Parmi ces commentaires, il y en aura 3. Le premier commentaire serait que, évidemment,
le premier commentaire, c'est que les chirurgiens s'intéresser à la politique, ça n'est plus un luxe, mais une nécessité pour les chirurgiens, c'est une évidence. Alors, comment votent les chirurgiens? Bien, naturellement, les chirurgiens sont des gens très discrets, vous le savez mieux que personne, mais un sondage aux États-Unis montre que 70% des chirurgiens votent républicains et se déclarent ouvertement conservateurs. Alors, autre sujet de réflexion, les chirurgiens en politique. Alors évidemment, ils sont à tous les niveaux en politique. Ils sont l'ordre, les syndicats, la politique locale. Et localement, les chirurgiens cherchent de nouveaux électeurs chez leurs anciens opérés. Mais la question se pose, dans l'isoloir, la voix du sang est-elle plus forte que la voix du parti? Alors, à coup sûr, la voix royale, VOIE, est nationale. Aux États-Unis, il y a 10 chirurgiens au Congrès, et en France, seulement 2. Dernière question sera la politique et les chirurgiens. Alors, évidemment, les politiciens ne sont plus ce qu'ils étaient, nous le savons bien. Et les chirurgiens sont évidemment maintenant marqués par les temps modernes. Des jeunes chirurgiens arrivent dont on sait peu de choses. Alors que sera l'avenir? Eh bien, comme l'a dit Churchill, l'avenir, pour les pessimistes, l'avenir est une défaite et ils s'y résignent. Pour les optimistes, l'avenir, c'est évidemment un combat et ils s'y préparent. Voilà la fin de cette présentation sur ce beau dessin de Chad, encore un nom de peintre. Eh bien, la conclusion est que est-ce compatible la chirurgie et la politique? Alors, en préparant cette étude, je me suis rendu compte que la politique, pour la plupart des chirurgiens, n'arrive qu'en fin de carrière, et c'est ainsi que la plupart des chirurgiens ont bien au-delà de 50 ans. Et je pense que, comme le disait ma grand-mère, eh bien, on ne peut être à la fois au four et au moulin. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Fabre. Alors, je passe la parole à Michel Germain, qui vous connaît très bien et apprécie vos connaissances historiques. Merci, Monsieur le Président. Compliment à André Fabre, qui a fait une conférence tout à fait exceptionnelle, qui témoigne d'un travail considérable et acharné. Compliment, André Fabre. J'ai préparé quelques documents, juste si vous voulez faire l'obscurité, s'il vous plaît. Donc, tout d'abord, les chirurgiens de la politique, il y a beaucoup à dire. C'est un vaste sujet. Il faut différencier deux époques. Hier, c'est-à-dire de 3e République, 1800 en particulier, 1870 à 1914, une partie de la 3e République, les médecins et les chirurgiens sont des érudits. Ils ont une formation polyvalente, souvent philosophique. Ils écrivent des livres. Ce sont des notables en société. C'est eux qui rédigent des lois sanitaires, en particulier à cette époque. Et ce sont des politiciens tôt. C'est ce qu'a dit André Fabre. Aujourd'hui, la chirurgie nécessite une spécialisation. Donc, hier, on voyait les médecins et les chirurgiens. Je parle maintenant, aujourd'hui, les chirurgiens nécessitent une spécialisation, une formation scientifique. L'activité est chronophage et ils font la chirurgie en premier. Autrefois, ils étaient tôt. Maintenant, c'est plus tard. André Fabre l'a dit. Le deuxième document, l'époque a changé. L'exercice chirurgical a changé, d'une part, avec diminution du nombre de chirurgiens politiciens, André Fabre l'a dit, et l'augmentation du poids de l'assurance maladie, des tâches administratives, des contraintes réglementaires. Mais l'exercice politique a également changé, avec une spécialisation dans les écoles, Sciences Po et ENA. Que votent les chirurgiens? Que votent les médecins? Que votent les opérés? Les opérés ne votent plus pour leurs chirurgiens. C'était vrai au cours de la 3e République, 1970, en particulier 1870 à 1914. Ils votent maintenant, les opérés votent pour un parti. Et les chirurgiens s'engagent pour un parti politique. Comment votent les chirurgiens? Pardonnez-moi de répéter un peu ce qui a été dit, mais aux USA, vote massif pour les républicains, qui sont conservateurs. En France et en Europe,
Angleterre, Allemagne et France, on a peu de données car ce n'est pas, les déclarations ne sont pas obligatoires. Ce qu'il faut remarquer, c'est que la chirurgie et la politique sont devenues deux activités différentes et chronophages, chacune prenant beaucoup de temps. Mais la concertation entre les chirurgiens et les politiques est indispensable, ne serait-ce que pour faire les lois et les règlements. D'où deux questions à André Fabre. La diapo n'est pas passée, je m'excuse, voilà la diapo précédente. Et deux questions à André Fabre. Quelles sont les motivations actuelles des chirurgiens pour s'engager en politique? Je pose la deuxième question. Et quel est le nombre de chirurgiens engagés en politique, non seulement sénateurs, députés et maires, qui ont été déjà un peu montrés, mais aussi comme citoyens? Voilà, merci. Bien, merci beaucoup. Alors, pour répondre à la question, la première question, la motivation est évidente. Je l'ai dit, que les chirurgiens ne peuvent que s'intéresser à ce qui commande leur avenir. Mais à mon sens, derrière ça, il y a aussi une autre réponse. Il y a le fait que les chirurgiens sont quand même de nature amenés à prendre le pouvoir, aiment exercer le pouvoir. Et c'est vrai que pour eux, la politique est une forme d'exercice du pouvoir, car évidemment, il faut bien que quelqu'un l'assume. La deuxième question, c'est le nombre de chirurgiens qui s'investissent en politique. En France, certainement, il n'est pas très élevé. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a 20 chirurgiens connus qui sont engagés dans la politique. Il n'y a pas de statistiques disponibles comme vous le savez. Je dirais que le chiffre d'une centaine me paraît être vraiment le maximum. Mais c'est vrai que ça n'est pas possible, comme a dit Michel, d'exercer à la fois la politique et la chirurgie. Et je l'ai montré, il y a un décalage incontestablement. Les chirurgiens ne s'investissent en politique qu'à la fin de leur carrière chirurgicale. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Je voudrais manifester quand même un certain désaccord avec ce que vous avez dit, en prenant l'exemple du syndrome du canapé-lit. Un canapé-lit, c'est un mauvais canapé et un mauvais lit. Il est très difficile d'exercer très bien deux activités très différentes, même si on aime ce qui les rejoint, comme vous l'avez dit, le pouvoir. Et donc, moi j'ai deux amis qui sont l'un chirurgien et immunologiste, l'autre chirurgien et philosophe. Eh bien, les immunologistes disent « Ah oui, le chirurgien !» et les philosophes disent « Ah oui, le chirurgien !» Donc, ils ne le prennent pas comme partenaire, ils le prennent comme original, qui se diversifie, qui fait d'autres choses, et en fait qui n'est pas reconnu ni comme chirurgien, ni comme philosophe ou immunologiste. Et je crois que c'est un peu la même chose en politique. De grands politiciens, chirurgiens, il n'y en a pas. Il y a des grands chirurgiens qui ont fait de la politique. Non, il n'y en a pas. Non. Grands hommes d'État. C'est une profession. C'est une profession. C'est mon point de vue. Qui veut prendre la parole? Merci. Pour compléter cette très belle séance, avant que nous nous séparions dans des délais tout à fait raisonnables. Eh bien, nous vous remercions tous.